Good morning. Le président, bonjour à tous et à toutes. La Chambre a accordé à l'accusé la possibilité de faire une déclaration en application de 84 bis aujourd'hui pendant la première audience. Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Monsieur Karadzic, merci, Monsieur Excellence, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais m'accuser en ma qualité d'accusé à l'auditoire et non pas en ma qualité de conseil de la défense. Je m'appelle Radovan Karadzic, je suis médecin, psychiatre, de par ma profession, je suis psychothérapeutiste, analyste de analyste de groupe et analyste. Alors, pour ce qui est des accusations à mon encontre concernant les événements pendant la guerre civile, il faudrait plutôt me récompenser. Mais voilà pourquoi. Parce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ce qui est d'éviter la guerre, afin que guerre il n'y ait pas. J'ai réussi à atténuer les souffrances de la totalité des civils. Et le nombre de nos victimes dans cette guerre a été de 3 à 4 fois inférieur par rapport à ce qui a été rapporté et diffusé dans le public. J'ai déclaré des cessez-le-feu unilatéraux. J'ai demandé à ce que l'on se retienne de déployer des activités et j'arrêtais les soldats lorsque nous étions sur le point de l'emporter. Je me suis employé en faveur de la paix et j'ai accepté 4 sur 5 traités de paix. J'ai propagé, j'ai diffusé, initié les idées d'humanisation du conflit pour ce qui est de la mise en place de toutes mesures à caractère humanitaire. Et en sus de mes fonctions de président, pour ce qui est de l'acheminement de l'aide humanitaire, j'ai procédé à des cessez-le-feu au respect du droit international humanitaire et j'ai été la personne à qui on s'adressait pour améliorer la situation humanitaire. Et j'ai mis en œuvre bon nombre d'actes de miséricorde. Alors, au fur et à mesure que le temps passera, cette idée se fera jour. Et les accusations, la propagande, les mensonges et la haine ne feront que s'atténuer. C'est inévitable parce que c'est comme ça que ça se passe toujours. Je n'ai jamais rien eu contre les musulmans et les croates. Au contraire, c'est parce que je l'ai voulu que je suis devenu habitant de Sarajevo. Je suis arrivé à Sarajevo quand j'avais 15 ans, alors que mes compatriotes allaient plutôt à Belgrade. Et bien qu'à Belgrade, j'avais de la famille, la sœur de mon père et autres parents à moi. J'ai choisi tout de même d'aller à Sarajevo. C'est là-bas que je me suis marié. Et c'est à Sarajevo que sont nées ma femme Liliana ainsi que ma fille Sonia et mon fils Alexandre. J'ai été ami des Croates sans faire de différence ou de distinction quelle qu'elle soit, de façon profonde et sincère. Tous mes choix de psychiatre, d'enseignant, d'interniste, de médecin en médecine interne, de tailleur ou de cordonnier, d'avocat, tous ces choix que j'ai faits, c'était des gens qui étaient des musulmans. Je ne faisais pas de distinction de ce point de vue-là. Mon coiffeur s'appelait Mehoshabic pendant de longues années et je suis allé le voir 2 jours avant le début de la guerre, dans l'espoir qu'il n'y aurait pas eu de guerre, et restant fidèle à mes choix. Je n'ai jamais autorisé la possibilité de perpétration du moindre crime individuel que ce soit, et encore moins des crimes en masse ou une élimination de l'un quelconque des peuples des territoires serbes. Personne que je connaisse n'a jamais pu penser, pas même penser, qu'il y aurait eu une possibilité d'éradication d'un peuple, et dans le cas concret d'un peuple que nous considérons être le même que le nôtre. Ce sont des Serbes d'une autre confession, qui, à l'époque, avaient choisi une autre religion, mais les origines du peuple sont les mêmes.
Alors, ma deuxième préoccupation, c'est la littérature. J'ai rédigé plusieurs livres de poésie et entre autres un livre pour enfants. Ces livres ont été récompensés de récompenses et de distinctions connues. Les poèmes ont été traduits dans plusieurs grandes langues. Et après avoir quitté mon poste de président, j'ai rédigé et publié une comédie et un roman, La chronique miraculeuse de la nuit. J'ai fait de la politique de façon active jusqu'en 1968. J'ai été membre de la présidence de la Fédération des étudiants et pendant les événements estudiantins, à l'époque, j'ai été aux côtés des étudiants et non pas aux côtés du régime. Et j'ai été considéré comme étant un dissident. J'ai vécu avec et j'ai fréquenté des dissidents. Je suis devenu actif à nouveau dans la politique en 1989, et ce dans un mouvement écologique, où ma femme Liliana et moi-même avons été fort actifs. Et ce mouvement avait été présidé par une musulmane de grande renommée. S'il n'y avait pas eu de parti ethnique de nos jours, je me serais trouvé dans ce mouvement de nos jours encore, parce que faire de la politique, ça ne m'intéressait guère. Je suis né le 19 juin 1945 à Petnica, non loin de Chavnik, dans ce qui constitue le Monténégro de nos jours. Jusqu'au congrès de Berlin, ça faisait partie de l'Herzégovine. Et c'est la raison par rapport à laquelle nous étions très proches de la Bosnie-Herzégovine, parce que nous considérions que nous étions des Herzégoviens. Mon père était un artisan. Ma mère était femme au logis. Mon père et sa famille étaient des gens qui étaient portés sur la monarchie, et l'autre partie de la famille était du côté de Tito. Mon père a commencé la guerre en faisant partie d'un mouvement unifié de libération. C'était un détachement, et les communistes alors ont tué nos vieillards qui avaient de la renommée, qui étaient déjà en vue, et c'est ce qui étaient les déviations gauchistes. Et mon père a choisi d'aller dans l'armée du roi. Il a fait partie des rangs de cette armée jusqu'à ce que le roi n'ait donné l'ordre de se soumettre à l'autorité de Tito. Et lui, il est rentré à la maison. Il était très épris de l'esprit russe et de la culture russe et du parlementarisme anglais, ainsi que de la monarchie. Lorsque, après 1968, à l'âge de 23 ans, j'ai cessé de faire confiance à Tito, j'ai opté en faveur de bien des convictions appartenant à mon père. Et s'agissant de ces opinions-là, jusque-là, lui et moi, on s'était disputés. Dieu s'en a. Je pense avoir dit du parlementarisme anglais. J'ai parlé de culture russe et du parlementarisme et de la monarchie anglaise. Alors, en se battant dans l'armée yougoslave du Groin, que certains appelaient les Tchétniks, dans ma région à moi, ces Tchétniks n'ont pas eu de conflit avec les autres groupes ethniques. Il y avait des conflits idéologiques, notamment avec les communistes. Dans ma région, Monténégro, non loin de Nikšić, il y a toujours eu des musulmans. Il y en a encore de nos jours. Et ils se trouvent très près de là où j'habitais. Ils étaient très proches, notamment de mes parents. Les musulmans de Nikšić, ce sont des médecins, des sportifs de renommée. Et il n'y a jamais eu de friction ou de conflit ethnique entre eux. L'Église catholique était juste à côté de mon école, et c'est là que j'ai aimé Bach, en écoutant jouer le prêtre sur l'orgue de l'église. Alors, mon expérience avec les autres, ça a été plus que bien comme relation. Mon frère avait un demi-frère albanais, ils étaient comme des frères, et on se rendait visite
pour les fêtes religieuses. Et jamais nous n'avons eu quelque expérience négative que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai opté en faveur d'une installation à Sarajevo. Dans les années 1990, la communauté serbe en Bosnie-Herzégovine est devenue très bouleversée. D'abord, du fait de la création et de la victoire du HDZ en Croatie et de l'annonce de la mise en place d'un parti du SDA par les soins de Izetbegović. Les Serbes en Bosnie avaient pris peur de cette rhétorique Ustashi et il y avait eu des suspicions pour ce qui est de voir M. Izetbegović lui aussi, puisqu'il a été l'auteur de la déclaration islamiste, mettre en œuvre cette déclaration islamiste en tant que fondement programmatique pour ce qui est de son parti. Il n'y a pas un seul Serbe ou quelque individu que ce soit au monde qui aurait pu convaincre les Serbes de Bosnie de la menace d'un génocide, si l'on sait quelles ont été les évolutions de la vie politique en Yougoslavie. Et ils ont compris les choses avant que je ne dise un seul mot en ce qui me concerne. L'élite serbe, dans Sarajevo et en Bosnie, avait été soumis à de fortes pressions pour ce qui est ce qui était de créer un parti serbe une fois que le SDA et le HDZ avaient été créés avec Fratra et ont exprimé une orientation anti-yougoslave et anti-serbe pour ce qui est de la teneur de leurs programmes respectifs. Pour ce qui est de M. Izetbegović, j'habitais à côté de lui. On se rencontrait, on s'entretenait. Mes amis écrivains voulaient combattre les idées de la déclaration islamiste, mais n'ont pas été non plus d'accord pour qu'il soit mis en prison. On s'est entretenu entre nous et je voulais savoir de quoi allait avoir l'air son parti. Et je me suis fait des idées très favorables à son sujet. J'ai dit à mes amis que cet homme-là ne pouvait pas, certainement pas, œuvrer de façon conforme à ce qui est écrit dans la déclaration islamiste. Lorsqu'il est devenu clair que le parti serbe devait forcément être créé, j'ai informé M. Izetbegović de la chose, mais il avait déjà appris la chose de la bouche de M. Srebrov, avec qui il avait fait de la prison. Et lorsque je lui ai dit que ni moi ni Srebrov n'allions être les présidents, il a été mécontent. Je ne sais pas si c'était pour moi ou pour Srebrov, mais toujours est-il qu'il a apporté son soutien à cette idée et il a été content de voir que la communauté serbe, elle aussi, allait avoir un parti politique non communiste. Il a demandé à ce que les Serbes ne votent pas en faveur des communistes dans les rangs des musulmans. Ça a été très souvent le cas chez nous. Une communauté votait pour le meilleur de sa propre communauté pour le pire de l'autre communauté. Ça ne veut pas dire que c'était les pires des communistes, mais c'était une manipulation qui est présente de nos jours encore. Et les Croates n'arrivent pas à avoir un président tel qu'ils le souhaitent eux-mêmes. Alors M. Izetbegović avait été inquiet pour ce qui était de voir les communistes rester au pouvoir, et son groupe à lui et lui-même se retrouverait donc pour la 3e ou 4e fois en prison. Alors j'ai été d'accord, et nous n'avons pas voté de façon croisée de la sorte, mais on a voté honnêtement. Et j'ai convenu avec M. Izetbegović que si nous l'emportions aux élections suivantes, chaque électeur pourra voter pour l'une des 4 listes ethniques, celle qu'il voudra. Et ça aurait été une bonne solution pour la Bosnie-Herzégovine, du moins pour la fédération, parce que un électeur pourrait voter sur une liste musulmane ou sur une liste croate, et il n'y aurait pas les tensions que l'on connaît et les problèmes que l'on connaît de nos jours. S'agissant de Mme Plavšić, elle a obtenu un bon nombre de votes de la part des musulmanes. Elle était venue de milieux musulmans. Ces femmes étaient contentes de voir une femme faire partie de la présidence. Et on a pu voir une lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire une possibilité, au final, de vivre comme il fallait. Cependant, en
en dépit de toutes les résistances que j'avais ressenties et formulées, il m'a fallu devenir président du parti et je me suis dit que ça allait durer jusqu'aux élections. Je ne voulais pas me porter candidat pour la présidence, le gouvernement ou le Parlement. Et j'ai dit qu'après les élections, je serais président honorifique et que j'allais revenir vers ce que j'étais, c'est-à-dire en premier lieu médecin et ensuite écrivain. Je crains fort que l'interprétation n'est pas la bonne. J'avais refusé de me porter candidat. Je ne suis devenu donc ni membre de la présidence, ni du Parlement, ni de ce gouvernement. Je voulais rester médecin et écrivain. C'est ce que j'ai dit. Alors tous ceux qui me connaissent vraiment savent que je ne suis pas un autocrate, que je ne suis pas agressif, que je ne suis pas intolérant. Au contraire, je suis un homme assez doux, tolérant, avec une capacité de grandement comprendre les autres. Et s'agissant de moi-même et à mon égard et à l'égard des autres, j'ai toujours été strict du point de vue de l'exécution de ce qui a été démocratiquement décidé. Je ne me suis pas servi des grandes attributions qui m'ont été données par le statut du parti, ni pour ce qui est des attributions qui m'étaient conférées par la Constitution de la Republika Srpska. Tout de suite après ces élections, il y a eu augmentation des tensions, montée des tensions en Bosnie-Herzégovine. Et notre idylle préélectorale est tombée à l'eau. Parce que le Parti de l'Action démocratique, qui représentait la communauté musulmane, a modifié son orientation fondamentale à l'égard de la Yougoslavie. Dès la fin janvier, mi-janvier, il y a eu mise en place des autorités, et fin janvier, le Parti de l'Action démocratique a décidé en faveur d'une sécession. Lors de la création des autorités, c'est-à-dire le Parti serbe, le SDS et moi-même, avions fait beaucoup de concessions pour avoir la paix chez nous. De par notre nombre, nous étions presque sur pied d'égalité avec les musulmans. Si l'on compte les Yougoslaves qui sont au fond des Serbes, mais les Croates et les musulmans ont obtenu les fonctions les plus importantes. Les musulmans ont eu le poste de président de la présidence, les Croates ont eu le poste de Premier ministre, et les Serbes ont dû se satisfaire du poste de président du Parlement. Mais on ne s'est pas arrêté là. Les ministères de la Force, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, sont revenus à des musulmans et à des Croates. Qui plus est, le ministère des Affaires étrangères a été confié à un musulman, un homme que nous savions être quelqu'un une personne qui ferait la Bosnie se déplacer en direction d'un fondamentalisme et intégrisme et non pas en faveur de l'Europe. Donc une période de tromperie, de supercherie, de blocage, d'empêchement de création des pouvoirs en place. Les Serbes ne sont pas vus attribuer ce qui leur revenait d'après les accords. Dans bon nombre de situations, il n'a pas pu y avoir des Serbes au ministère de l'Intérieur. On a commencé à marginaliser notre groupe ethnique. Il y a eu un début de sabotage de ce qui avait été convenu en temps de paix et on a supporté, on a accepté bien des choses, mais ce qui troublait la communauté, c'était ces manipulations avec le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur avait fait corps avec le Parti de l'Action démocratique. Le SDA a envoyé des membres de ses effectifs pour ce qui est d'un entraînement militaire en Croatie, dans l'intention de faire en sorte que, à leur retour, cela devienne des parties intégrantes du MOUP ou de l'armée de la République qu'ils avaient déjà commencé à mettre en place dès le 31 mars. Et le 30 avril, ils ont décidé, et le 10 juin, ils ont créé leur Conseil national de la défense des musulmans. Alors, l'accroissement des rangs
des effectifs de réserve moyennant des criminels et en augmentant de 10 fois ces effectifs, pour nous, ça signifiait que nous étions menacés d'un péril très important. Je le dis de façon publique, ce que les Serbes ont subi dans les milieux où ils étaient à moins de 50%, par exemple à Visegrad seulement, pendant plus d'un an, aucune communauté en Europe n'a eu à supporter des choses pareilles. Il y avait eu des humiliations terribles, il y a eu des viols, il y a eu des meurtres. Et si je vous dis que pour sa fête, son patron de la famille, lorsqu'un Serbe invite un musulman pour manger avec, c'est une... Enfin, la slava chez les Serbes, c'est la fête du saint patron de la famille. Et après cela, c'est ce même homme là-bas, à la porte de sa propre maison, ça, ce n'est pas une pathologie individuelle. Il a dû penser que c'était une chose qu'on pouvait se permettre, qui était tout à fait autorisée. Il en était de même avec le meurtre d'un membre, enfin d'une concession ou d'un groupe qui est allé au mariage d'un Serbe. On a tué le père du marié et on a blessé certaines autres personnes. Mais ça n'a pas été le fait de l'un des Cello. Il y avait deux individus qui s'appelaient Cello. Il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait individuellement. Il s'en est même vanté à la télévision. Il a estimé que tout un chacun, lorsqu'il le voulait, pouvait tuer un Serbe. Dans les municipalités où on vivait ensemble, l'organisation militaire des Croates et des musulmans, et en particulier des musulmans, ce n'était pas un secret pour les gens autour. On a tous pu le voir. Les gens s'armaient, et lorsque, avec M. Izetbegovic, je me suis entretenu au sujet de ce qui se passait et au sujet de l'armement, il haussait des épaules et il disait que tout le monde s'armait. Alors on comprenait, moi j'ai compris qu'on allait vers une catastrophe. Nous n'avons entrepris que des démarches politiques. Nous nous sommes fondés sur la Constitution. Et nous avons voulu cerner des autonomies locales, des autorités autogestionnaires locales, et nous avons voulu procéder à une régionalisation. Monsieur Izetbegovic, que je continue à considérer comme quelqu'un de positif, je crois que quelqu'un l'a incité à faire la guerre, alors qu'il ne le voulait pas. Mais dès fin 91, vers le mois de mai, il a proposé un partage de la Bosnie-Herzégovine à l'occasion de réunions de négociation. Nous étions, pour notre part, stupéfaits. Cette proposition a été faite auprès de M. Zulfikar Pašić au moins 2 fois. Et Zulfikar Pašić a écrit des textes à ce sujet. Nous étions contre le partage de la Yougoslavie, nous étions contre le partage de la Bosnie-Herzégovine. Les Croates ont, eux, accepté l'idée et ont proposé, pour une première fois, quelqu'un avait fait une proposition de procéder à des échanges de population. Nous avons dit que c'était un cauchemar, une idée cauchemardesque, et nous l'avons rejetée. Et le Večernji list de Zagreb, le journal de Zagreb, a publié une idée relative à la cantonisation de la Bosnie-Herzégovine, et Mme Plavšić, au nom de la communauté serbe, a répondu que c'était une idée intéressante, mais elle voulait faire savoir que nous ne rejetions pas des idées pacifistes. Tout ce que nous avons entrepris comme mesure politique, ça a été, en termes d'échecs ou de jeu d'échecs, des mouvements, des gestes qui ont été des gestes où nous avons été contraints de les faire. Ça a été la résultante des démarches de nos communautés voisines, et il n'y a pas eu un seul geste de notre part pour ce qui est d'avoir pris les devants. Depuis la création des partis jusqu'au début de la guerre et la fin de la guerre, nos réactions ont été, et mes réactions à moi, ont été également une recherche de solutions avec le moins de dégâts possible dans la contrainte où il fallait forcément faire quelque chose. Le président de cette organisation musulmane bosnienne, qui est le deuxième des partis en présence du côté des musulmans, M. Zulfikar Pašić, un jour, en été 91, m'a appelé au téléphone, et j'étais sur le point de partir en voyage, et il m'a convié à une réunion pour sauver la Bosnie. Et
procéder à un accord historique entre les Serbes et les musulmans. J'ai renoncé à tout ce que je voulais faire à ce moment-là, et j'ai très volontiers accepté l'entretien, et j'ai accepté l'idée formulée qui avait été aussi sincèrement, me semblait-il, acceptée par M. Izetbegovic. Ça, enfin, on s'attendait de notre part à renoncer à une régionalisation et à la création de régions et de faire en sorte que la Bosnie entière reste en Yougoslavie sur un pied d'égalité. À son retour de l'Amérique, M. Izetbegovic a renoncé au projet en question fin août, et là, de nouveau, il y a eu des tensions nouvelles et une montée de ces tensions. Et ce n'est que là que nous avons créé la région autonome de la Krajina. C'est les gens de la Krajina qui l'ont créée. Et plus personne ne pouvait plus leur faire de reproches. Ils avaient convié des municipalités musulmanes à faire partie de la Krajina, mais ils ne voulaient pas de domination de Sarajevo, ni à l'époque, ni pendant la guerre. Ils ne voulaient pas non plus la domination de Palais pendant la guerre. Et ils ont souffert de tout ceci. Certains voulaient créer une espèce d'autogestion locale à des fins de sécurisation de cette région. Lorsque M. Izetbegovic est revenu d'Allemagne, il avait semblé être découragé à mes yeux et aux yeux de M. Kolevich. On avait eu l'impression qu'il était poussé vers l'indépendance et qu'il n'avait guère de choix. Cela ont été des moments véritablement très pénibles. Et il nous semblait que quelqu'un l'incitait à aller dans la direction d'une indépendance. Pendant cette période, bien que nous ayons pu voir que les musulmans et les croates étaient en train de se préparer militairement parlant, toute l'élite serbe et les intellectuels, les membres du parti, la direction du parti étaient contre le fait de voir le Parti démocratique serbe créer des formations paramilitaires. Et il n'en a pas eu, il n'en a pas créé. Dans toutes les analyses de ces services étrangers ou des services de renseignement, on a formulé des suppositions en disant qu'il se pourrait que le capitaine Dragan fasse partie du SDS. Mais il ne pouvait pas montrer du doigt un tel en disant que c'est une formation paramilitaire du SDS. Moi et tous les dirigeants, l'ensemble de la direction serbe en Bosnie-Herzégovine, nous ne savions pas exactement comment la JNA allait se comporter. Ce n'était pas clair pour nous. À l'époque, la JNA avait exactement le même rapport par rapport à tous les partis nationaux. C'était un affrontement, c'était conditionné par l'idéologie, c'était presque un affrontement idéologique. Nous étions dans un grand dilemme quant à savoir ce qu'il convenait de faire si jamais la guerre éclatait. Nos hommes étaient au sein de la JNA et donc sous leur commandement et leur contrôle. C'est l'époque à laquelle j'ai eu à subir des pressions très importantes sur le terrain. Les autorités locales étaient très préoccupées et de bon droit parce qu'elles se sentaient abandonnées par l'État fédéral et par leurs autorités républicaines en Bosnie-Herzégovine. Elles ont été abandonnées à elles-mêmes, confrontées à une myriade de problèmes petits et grands, et elles faisaient pression sur nous. La seule chose qu'on ne pouvait pas leur prendre, c'était la défense territoriale, qui, conformément aux dispositions légales, était rattachée à chaque communauté locale. De plus, la loi disposait que chacun avait l'obligation de défendre le pays au moment où il était attaqué. Il était impossible, inimaginable de trahir ce peuple. Parce que même si j'avais bien voulu accepter quelque chose que le peuple n'aurait pas accepté, cela n'aurait pas duré plus de quelques heures. C'était un peuple qui avait une très bonne mémoire de tout ce qui s'était passé et il n'y avait absolument aucune possibilité de dicter aux Serbes ce qu'ils allaient, ce qu'ils devaient faire. Donc nous étions sous une pression considérable pour que ce peuple reste les mains liées, pour qu'on puisse le tuer.
Et c'est l'époque même à laquelle les Serbes ont été victimes de tels actes. C'est une image complètement déformée que celle qui consiste à dire que ce sont les Serbes qui ont commencé la guerre en Bosnie-Herzégovine. Les Serbes ont été les victimes de la guerre en Bosnie-Herzégovine dès avant le 5 et le 6 avril. Le 1er mars, le beau-père du marié a été tué. Plus tard, il y a des Serbes qui ont été tués à Brod. Le 25 et le 26 mars, il y a eu ces événements dans la boucherie de Siekovci et à celle de Brod. Le 30 mars, des Serbes ont été tués après avoir été attaqués par des musulmans. Ce ne sont pas des Serbes qui ont attaqué, mais des musulmans. Le 4 avril, dès le 4 et le 5 avril à Sarajevo, les bérets verts ont attaqué des casernes, des communautés serbes, ont pris position sur tous les bâtiments élevés, les immeubles. Ils tuaient les policiers, ils tuaient les jeunes couples qui essayaient de passer à Grbavica, qui était majoritairement serbe. Et c'était là une nuit de véritable terreur. C'est tout début de la guerre dans les différentes municipalités concernées n'ont rien à voir avec moi. À l'époque de ces tueries, à Brod et ailleurs, l'État commun existait encore. Madame Plavšić, Monsieur Koljević, Monsieur Miodrag Simović et d'autres, Ostojić également, se rendaient sur place en vertu des obligations qui étaient celles de l'autorité et du pouvoir commun. Ils le faisaient pour cette raison et non pas parce qu'ils étaient en mission pour le SDS. D'ailleurs, Simović était sur notre liste, mais il n'appartenait pas au SDS. Donc les autorités de la Bosnie-Herzégovine existaient toujours et les représentants du peuple serbe y participaient, ainsi qu'au sein de la présidence. Ils se rendaient sur place en tant que représentants des autorités communes. Le 1er mars 1993, lorsque le beau-père de ce marié, du jeune marié, a été tué à Sarajevo, un jour après le référendum, le professeur Koljević, M. Krajčnik et moi-même nous trouvions à Belgrade. Et les barricades ne sont pas de notre fait. Il s'est agi d'une réaction spontanée et chaotique face au fait que quelqu'un avait pu tuer, avait pu tirer sur les gens assemblés à l'occasion d'un mariage devant une église serbe et qu'aucune protection ne leur avait été accordée. C'était la réaction à cette possibilité. Nous n'avions aucune influence sur la police commune. La police était entre les mains des musulmans du SDA et des extrémistes musulmans. Et c'est sous nos yeux qu'elle se transformait en l'armée illégale de la Bosnie-Herzégovine, alors que nous-mêmes, nous étions totalement impuissants. Les policiers qui m'accompagnaient qui étaient employés au sein du MOUP commun ont évacué au dernier moment ma famille sous la pluie, et c'est ainsi qu'elle a pu échapper aux balles des musulmans. C'était à la date du 5 avril. Moi, j'étais au Holiday Inn, à l'hôtel Holiday Inn, en pourparlers, et je me suis rendu accompagné d'autres leaders nationaux pour participer ensemble à une émission de télévision en direct pour essayer d'avoir une influence sur la population. Autour de l'hôtel Holiday Inn se trouvaient à ce moment-là 50 000 manifestants sous les manteaux desquels on pouvait bien voir qu'ils portaient des armes. C'est la raison pour laquelle mon escorte ne m'a pas autorisé à revenir à l'hôtel Holiday Inn alors que moi je le souhaitais. Mais deux de mes gardes du corps y sont restés à l'hôtel. Ils ont été arrêtés, ont subi des mauvais traitements et ils s'en sont à peine tirés en vie. De justesse. Il y avait également le professeur Bouhar, dont le sort nous inquiétait particulièrement, mais il semblerait que quelqu'un ait eu l'intelligence de le mettre à l'abri à temps, avant que cette foule ne se précipite à l'intérieur de l'hôtel Holiday Inn. La seule chose pour laquelle il faudrait me traduire en justice, c'est le manque de perspicacité politique et sociale dont j'ai pu
faire preuve, cet excès de confiance et d'optimisme qui aurait pu coûter cher, non seulement à ma famille, mais à moi-même, ainsi qu'à la communauté serbe en Bosnie-Herzégovine. Alors, on a assisté en premier à l'expulsion des Serbes des localités où les Croates et les musulmans étaient majoritaires. Dans les parties de la Bosnie-Herzégovine où les Serbes étaient minoritaires, ils servaient de cible et ils cherchaient la destination vers laquelle ils pourraient fuir. Nulle part ils n'ont eu recours aux armes et ne se sont défendus. Jusqu'à la fin septembre 1992, il n'y a eu aucune localité serbe dans un contexte majoritairement musulman-croate qui soit resté intact. Tout a été incendié, les habitants ont été tués. À la différence de cela, en Republika Srpska, enfin sur le territoire de l'actuelle Republika Srpska, et ce qui était à l'époque la République serbe de Bosnie-Herzégovine, où nous étions majoritaires, il n'y avait pas de guerre. Excellence. Il n'y a eu aucun schéma de comportement des Serbes dans les municipalités. Lorsque nous voyons que la guerre en Bosnie-Herzégovine s'est déroulée principalement à Sarajevo et dans les parties du territoire où étaient présents les musulmans et les Croates, quand nous voyons que la guerre y faisait rage dès le 5 avril, alors que dans les localités serbes et les régions serbes environnantes, cette guerre n'a démarré que plus tard, le 20 mai, il est tout à fait clair que ce n'est pas la partie serbe qui a commencé la guerre et qu'il n'y a pas eu de guerre avant que celle-ci ne soit initiée par la partie musulmane. La plus grande partie des municipalités ont été entraînées dans la guerre plus tard seulement, en Republika Srpska. Il y a eu un accord portant formation de 2 municipalités et devant permettre de poursuivre une vie pacifique. Madame Rabia Šubić, une musulmane en vue et progressiste, a adressé une lettre ouverte à M. Izetbegović demandant d'apporter son soutien à cette conception, à ce type d'accord dans d'autres municipalités. Et au lieu de recevoir son soutien, ce qui est arrivé, c'est un ordre intimement aux musulmans de Bratunac et de Vlasenica de tirer et de se battre. On a transformé ces 2 municipalités en le théâtre d'une boucherie et ce n'était pas par ma volonté, ce n'était pas du tout ce que j'avais conçu, mais uniquement du fait de l'attaque de ces extrémistes et de ces criminels du parti SDA. Cela, nous l'avons vu se répéter dans les municipalité de la Krajina, où malgré la guerre, il n'y avait toujours pas de guerre dans le reste du territoire de la Bosnie-Herzégovine jusqu'à la fin du mois de mai, moment auquel la guerre a été commencée par ces extrémistes, avec, pour commencer, la rupture des négociations. Alors que chacune de ces municipalités aurait pu avoir sa propre municipalité serbe avec ses services municipaux, sa police, etc., et éviter ainsi tout conflit. Or, tous ces pourparlers ont été interrompus partout, juste avant la fin du mois de mai, sur ordre du SDA. Nous avons d'ailleurs entendu un témoin à cet effet. C'est sur ordre du SDA que cela a été interrompu, et cela a été fait sur la base d'un intérêt stratégique, à savoir que la rive gauche de la rivière Sana puisse être reliée à Tzazin et à Bihać. Donc dans cette perspective, des combats ont commencé dans la vallée de la rivière Sana. C'est quelque chose dont je n'étais pas au courant. Je ne l'ai appris que plus tard. Nous n'avions pas de communication fiable avec la Krajina pendant plusieurs mois. Et ce, non seulement en raison de la coupure du corridor, celui-ci n'ayant été définitivement consolidé et stabilisé qu'à la fin de l'année, mais également en raison du manque de liaisons téléphoniques et autres. Les municipalités de Ključ, de Sanski Most, de Prijedor et de Bosanski Novi se trouvent dans la vallée de la Sana. Ces 4 municipalités ont été incendiées fin mai et début juin.
sur la base de cet intérêt stratégique visant à s'assurer le territoire situé sur la rive gauche de la Sana afin de l'annexer à la région de Tsazine. Et bien que nous n'ayons pas eu de communication adaptée ni de contact sur place, la région autonome de Kraïna disposait de sa propre assemblée, de son gouvernement, de ses ministres. Il faisait des efforts. Les habitants de la Kraïna ont toujours eu cette tendance, ce désir d'autonomie par rapport à Sarajevo. Et les Serbes, sur leur territoire, l'avaient aussi. Nous avions sur place des gens de confiance, par exemple M. Kuprechanin, le président de la région autonome de Kraïna, qui, en son nom propre et sur sa propre initiative, mais également en mon nom à moi, se rendait sur le terrain, rendait visite aux maisons d'arrêt, faisait libérer des députés, coopérait avec la Croix-Rouge internationale comme avec la Croix-Rouge locale, la nôtre, et il tirait le signal d'alarme là où il pensait qu'il pouvait y avoir des victimes civiles. Il s'est rendu en visite à Maniacha, dans les prisons de Prijedor, afin d'apporter son aide et de diminuer les souffrances. Mais il n'y a pas eu de prison avant l'attaque lancée contre Prijedor. La prison a été constituée, créée comme maison d'arrêt aux fins de l'instruction, parce que leur unité de détention ne pouvait accueillir qu'une dizaine de détenus. Or, lorsque cette attaque massive contre Prijedor s'est produite le 30 mai, il y a eu un très grand nombre de prisonniers. 60%, plutôt 59% de ces prisonniers ont été relâchés immédiatement après une première sélection, un premier tri. Et ces prisons n'étaient absolument pas des camps. Elles ont existé uniquement pendant que les juges d'instruction et les enquêteurs ont continué leurs travaux. Ils travaillaient quotidiennement. Dès que ces travaux ont été terminés, dès que le tri a été terminé, 41% des détenus ont été transférés à Maniacha parce qu'ils avaient participé au combat, et certains d'entre eux d'ailleurs avaient également fait l'objet de poursuites au pénal, et 60% d'entre eux ont été relâchés. Donc il n'y a pas de prison avant la guerre, avant les affrontements. Et d'affrontements et de guerre, il n'y en a pas eu avant fin mai. Or, ceci, nous l'ignorions. Nous n'avions pas connaissance de cela, ni nous n'avions pas d'ailleurs moyen d'influencer cela. Srđan Srđić, un médecin de Prijedor, président de la Croix-Rouge à Prijedor, député par ailleurs, nous informait quand il le pouvait de ce qui se passait. Et il me garantissait avec la plus grande fermeté qu'il n'y avait aucun fil barbelé, aucune clôture entourant Ternopilier. Et j'ai pu m'en convaincre plus tard seulement. À cette époque, je me trouvais à la conférence de Londres. Et j'ai personnellement invité les journalistes britanniques à venir, et j'ai même transporté Penny Marshall et son équipe à bord de notre appareil, de l'avion de notre gouvernement, et je leur ai ouvert la Republika Srpska pour qu'ils puissent se rendre partout et tout voir. Je les ai encouragés à prendre une escorte là où ils le souhaitaient, là où ils ne le souhaitaient pas de ne pas en prendre une, mais je les ai encouragés à tout voir, parce que je ne souhaitais rien cacher, je ne voulais que nous cachions rien, et je souhaitais que la présence de journalistes puisse apporter un peu plus de sérieux et de contrôle là où il y avait des éléments incontrôlés, pour que ces éléments fassent preuve d'un peu plus d'attention. C'est encore une des bêtises, disons, que j'ai faites, parce que aucun État au monde n'a laissé passer des journalistes jusqu'à la ligne de front. Moi, je peux dire que ceux qui se sont présentés auprès de nous comme des journalistes nous ont fait plus de mal et ont fait plus de dégâts que les bombes de l'OTAN. Lorsqu'ils faisaient se poster quelqu'un à côté d'un fil barbelé pour prendre une photographie alors que cette personne n'était absolument pas dans une enceinte en barbelé, c'est quelque chose que Thomas Dijkman a révélé et qui est tout à fait clair maintenant. Plus personne n'est en mesure de
Ceci dit, le problème, c'est qu'une fois que cela avait été fait et monté de la sorte, plus personne n'était en mesure d'expliquer aux gens et d'expliquer au public que les choses n'étaient pas ainsi. Toutes les actions qui ont été les nôtres étaient toujours en retard d'un coup par rapport aux musulmans, notamment dans le cadre des conférences sur la Bosnie-Herzégovine. Ce n'est qu'après avoir été expulsés de la défense territoriale des musulmans, après que les musulmans ont mis à pied un général serbe qui était à la tête de cette structure, que nous avons constitué notre propre défense territoriale. Ce n'est que le 22 avril que j'ai présenté un programme dans lequel il était question de ne rien accepter de ce qui avait été pris par la force. Pendant toute cette période, nous avons continué à participer à la conférence coprésidée par Caracton et Coutiliero. Et ensuite, nous avons également participé à la conférence présidée par Cyrus Vance et Lord Owen. Mais la guerre continuait à faire rage malgré nous. Il n'y avait aucune possibilité d'influencer le cours des événements. Notre décision portant constitution d'une armée, nous l'avons prise le 12 mai, mais la décision portant organisation de ces forces armées n'a été adoptée que le 15 juin. Toute l'année 1992, nous l'avons passée à mettre en place, à organiser et à structurer l'armée de la Republika Srpska, et c'est à grand-peine que nous avons réussi à constituer des unités à partir de paysans et de gens simples. C'était une guerre défensive et il n'a été question que de défense pendant toute cette période. Nous n'avons absolument pas essayé de conquérir des territoires musulmans puisque il était tout à fait clair qu'un remaniement du territoire de la Bosnie-Herzégovine allait intervenir en 3 républiques, une réorganisation territoriale, alors que nous, nous avions sous notre contrôle environ 60% du territoire. Et je considérais donc qu'il aurait été très peu avisé de chercher à conquérir encore plus de territoire que cela. Donc il s'est agi de combats au cours desquels nous avons essuyé de très nombreuses pertes. D'ailleurs, nous avons essuyé le plus grand nombre de pertes lors des soi-disant cessez-le-feu. Les événements dans les municipalités ont joué leur rôle. En dehors de Foča et de Zvornik, et évidemment de Bratunac, où dès le début mai, le juge Trekic a été tué, 4 semaines, ceci dit, après les tueries de Sarajevo. Donc, en dehors de Foča et de Zvornik, au sujet desquels nous ne savions rien, dans toutes les autres municipalités, la guerre a éclaté bien plus tard. À Zvornik, nous n'avions pas la moindre idée de ce qui se passait. Jamais personne n'a demandé à Arkan de venir et je considère qu'il n'a jamais été sur place. Peut-être que certains de ces hommes ont été présents. Il y a eu beaucoup de paramilitaires. Mais nous avons vu ici même que le 16 avril, notre police ne savait même pas qui dirigeait Zvornik. Et le secrétaire du ministère, au sein de notre police, appelle Arkan pour lui demander qui contrôle Zvornik. La même chose s'est passée à Foča au mois d'avril, alors qu'il y avait encore de la neige. M. Koljevic est allé sur place pour voir comment il pouvait apporter son aide et il en a réchappé de peu. Ils l'ont presque exécuté. Alors qu'il était venu pour voir ce qui se passait avec les Serbes qui étaient encore restés là-bas. Donc tout ce cours des événements était quelque chose sur quoi nous n'avions aucune influence. Quand je parle de notre participation aux conférences Excellence, de nombreux événements et incidents se sont produits lorsque j'étais à l'étranger en train de participer à des pourparlers. Pour moi, il était tout à fait clair que la raison n'en était pas à rechercher dans mon absence, mais tout simplement parce qu'on
provoquaient des incidents pendant les conférences pour les faire capoter. Le 27 mai, il y a eu cette explosion dans la rue Vassemiskina. Ceci a été retiré de l'acte d'accusation dressé contre moi, mais c'est un événement qui a bien eu lieu. L'ambassadeur Coutilliero a passé un coup de téléphone en disant qu'il était contraint d'interrompre la conférence parce que un mortier avait tué des gens dans une file d'attente pour acheter du pain. Donc j'ai fait 1 heure de pause pour m'adresser à notre armée, à notre police, et pour leur demander ce qu'il en était. Ils m'ont répondu que c'était une ineptie, que nous n'avions pas tiré, et que dans une rue aussi étroite, il était impossible de viser pour procéder à un tir de mortier. Mais les médias étaient déjà sur place, on avait déjà publié toutes sortes de choses et d'images. Ceci dit, moi, c'est en toute certitude que j'ai informé l'ambassadeur Coutilliero du fait que que nous n'étions pas responsables de ces événements et qu'il ne devrait pas accorder de crédit à de telles versions. Alors, ceci a été le modèle de nombreux incidents ultérieurs à Sarajevo. Malheureusement, il y a eu également les événements de Korišanske Stijene qui n'ont pas été du fait des musulmans, c'était des criminels serbes qui en étaient responsables. Alors, l'armée en a informé les autorités de l'État, qui m'ont informé moi-même. J'ai été horrifié lorsque j'ai appris cela, et j'ai exigé que 2 présidents de municipalités jettent la lumière sur ces événements et prennent toutes les mesures nécessaires. J'ai haussé la voix et crié sur des personnes qui n'avaient aucune part dans ces événements, qui étaient tout à fait innocentes, notamment entre Srebrenica, Vlasenica, Bratunac et Zvornik, dans une grande salle où se trouvaient environ 20 000 musulmans en armes, auxquels nous envoyions des messages pour leur dire qu'il n'était pas nécessaire qu'ils se battent, que ceci allait probablement devenir une unité constitutive musulmane. Or, nous y avons essuyé des pertes terribles, des paysans dans leurs champs, des chauffeurs, des conducteurs, dans des mines, dans toutes sortes de situations de travail, des ouvriers. Et c'est en contournant par Chekovici et Czerniver que nous circulions, mais ils montaient quand même des embuscades, ils tuaient des passagers de véhicules entiers, d'autobus entiers, donc ils nous empêchaient d'avoir la moindre communication, et ils ont rendu complètement impossible le maintien de la Republika Srpska et la survie du peuple dans cette partie du territoire. Pendant toute cette période, jusqu'au printemps 1993, nous avons eu à souffrir tout cela avant que n'intervienne la contre-offensive à laquelle nous avons été contraints pour les neutraliser. À ce moment-là, nous avons pris Tserska, nous avons pris Konjević-Polje, etc. Et c'est alors que nous avons assisté à une campagne et à des mensonges inouïs qui visaient à montrer comment le sang coulait à Tserska, comme un grand nombre de personnes avaient été tuées là-bas, alors que nous avions trouvé sur place des Serbes crucifiés qui avaient été faits prisonniers ou enlevés. Malgré tout, il y a eu cette histoire sur les crimes des Serbes à Tserska qui a circulé, qui visait à crier au loup et qui s'est propagée dans les médias. Et si le général Morillon ne s'était pas rendu sur place, on en serait resté à cette version et on aurait continué d'accorder crédit à cette histoire disant qu'il y avait un génocide commis par des Serbes. Les hommes en âge de combattre sont partis à Srebrenica, du côté des musulmans, après leur famille, et c'était leur choix. Ils sont allés à Tuzla, puis à Srebrenica. Nous avons continué notre action, mais j'ai arrêté la progression de notre armée. Certains de mes généraux ont compris cela, mais d'autres ont réagi par la colère. Les simples soldats étaient très en colère, parce que j'ai arrêté l'avancée de notre armée devant Srebrenica en 1993. Parce que je savais que à ce stade-là, déjà quelques 1300 Serbes avaient été tués, qu'il s'agissait avant tout de Serbes. Et
À cette époque-là, les ministères des Affaires étrangères de nombreux États ont fait des communiqués officiels affirmant que nous étions entrés dans Srebrenica. Bien sûr, personne ne s'est excusé de cela auprès de nous. Bien sûr, cette propagande, pour ce qui est de la commission de crimes, était identique à la propagande qui a eu lieu après la chute de Srebrenica en 1995. C'était les mêmes rhétoriques, la même façon de présenter la situation. Et vraiment, il s'agissait donc de la propagande. Donc personne... personne n'y croyait. Je croyais au facteur de la communauté internationale et très souvent j'étais en conflit avec notre armée. J'attaquais les officiers pour leur demander pourquoi cela a été fait, mais il s'est avéré que je croyais plus ces rumeurs et non pas mes soldats, ce qui a fait que je me suis mise dans une situation très difficile pour ce qui est des responsables locaux et pour ce qui est de nos officiers dans nos commandements, puisque j'acceptais toutes les informations, toutes les allégations concernant des attaques et la plupart d'entre elles n'étaient pas vraies. L'un des malentendus qui arrivait le plus souvent, ou plutôt la source des malentendus entre les autorités civiles et l'armée, était la question liée au convoi. J'avais d'autres obligations. Je devais m'occuper des kilomètres du front. Je ne m'occupais pas du commandement opérationnel, ni au niveau tactique, mais je m'occupais de l'alimentation de l'armée, du peuple se trouvant près des lignes, puisqu'on ne pouvait pas cultiver la terre là-bas, puisqu'il y avait la ligne du front actif. Mais malgré tout cela, j'ai participé aux négociations avec les représentants de la communauté internationale et j'ai toujours répondu à des appels pour ce qui est du passage de convoi. Je vous assure que à tout moment, il y avait à peu près 700 véhicules blindés de transport de troupes sur les routes de la République srpska. Des camions de transport. Et une seule fois, le seul moyen pour ces convois de passer sur le jusqu'au territoire musulman était de passer sur le territoire de la République srpska. Et les problèmes concernant le passage des convois ont été provoqués de façon délibérée en envoyant le plus grand nombre de camions ou en les changeant avec des marchandises qui n'étaient pas enregistrées ou en apparaissant sur les passages qui n'étaient pas annoncés au préalable, où les soldats ne savaient pas qu'il y aurait des convois qui devaient passer. Et dans de telles situations, encore une fois, nous faisions tout pour que les civils de l'autre côté de la ligne du front obtiennent l'aide humanitaire. Ce phénomène, à savoir le passage de l'aide humanitaire, a été quelque chose qui a été introduit en pratique par les Serbes lors de la guerre entre la Serbie et la Bulgarie. Anan, qui était le fondateur de la Croix-Rouge, a introduit cela et nous étions fiers de cela. Lorsque l'aide humanitaire devait passer de l'autre côté en Bulgarie pour les peuples pauvres de la Bulgarie, les Serbes laissaient passer ces convois. Le professeur Koljevic, l'un des personnages les plus humains que j'ai connus, souvent tombé malade parce qu'il s'efforçait à ce que les convois passent. Et je vous assure que j'attaquais souvent nos commandants locaux de façon injustifiée parce que les musulmans obtenaient donc l'équipement militaire et après chaque passage de convoi, on saisissait non seulement des bottes mais également du carburant, des munitions. Et j'avais beaucoup de difficultés pour ce qui est de cela, pour que cela ne se produise pas, ne produise plus. Parce que pour éviter que le peuple ne se rende
pas compte qu'il s'agissait de l'aide militaire et non pas de l'aide humanitaire. Et je dis encore une fois que malgré toutes ces obligations, lorsqu'il faisait appel à moi, nous nous efforcions à ce que la situation s'améliore et à ce que les souffrances du peuple s'apaisent. Par exemple, Sarajevo, d'où nous étions chassés, nous étions à peu près 200 000 à Sarajevo. Il y avait entre 50 000 et 70 000 Serbes qui sont restés à Sarajevo, qui ne pouvaient pas sortir de Sarajevo. On les a pas laissés sortir de Sarajevo. Et il est absolument pas vrai que nous aurions bombardé Sarajevo sans aucune raison. Chaque obus qui tombait sur la ville me provoquait de la douleur, mais dans cette ville, il y avait plus de 1000 cibles légitimes. Je proposais que Sarajevo soit démilitarisé, mais cela a été refusé. J'ai proposé à ce que Sarajevo soit mis sur la gestion des Nations Unies. Cela a été refusé. Ils ont essayé d'avoir Sarajevo militarisé avec 3 divisions, l'une dans la ville et 2 autour de la ville, avec au maximum entre 50 et 70 000 de membres de troupes. Et ils ont donc provoqué des incidents qui étaient exploités par les médias. En même temps, ils ont dénigré les Serbes et ils ont faire persister l'espoir des responsables musulmans que quelqu'un de la communauté internationale allait entrer en guerre et combattre contre les Serbes du côté des musulmans. Par exemple, les incidents à Sarajevo, les meurtres en masse des femmes, des enfants qui faisaient la queue pour l'eau, pour le pain, surtout Marcalin 1, Marcalin 2, ça faisait partie de la propagande malhonnête qui ont été utilisés pour que le tribunal confirme cela comme des événements qui se sont réellement passés. Marcalin 1, c'était une chose éhontée. Marcalin 1 s'est produit après que le 4 février à Dobrinja, il y a eu un incident monté dans une queue pour l'aide humanitaire, me semble-t-il, et à cette date-là, le 4 février, le marché était vide. Il n'y avait pas de marchandises, il y avait donc 500 ou 600 personnes, et on a donc on a fait cette mise en scène du massacre. On peut voir dans les documents que j'ai toujours demandé, il faut reconnaître si c'était nous, parce que le mal serait moindre. Il ne faut pas mentir, il faut qu'on soit crédible, il faut qu'ils nous croient. Mais l'armée m'a persuadé qu'il n'était pas possible de provoquer cela par un seul projectile, et nous ne pouvions pas savoir si entre 500 et 600 personnes ont été péries. Il n'était pas probable non plus que ce nombre de gens se trouvent sur un tel marché et qu'il n'était pas possible toucher cet endroit avec ce projectile, ni provoquer autant de dommages vu les étalages au marché, etc. C'était une mise en scène éhontée. Et il est évident qu'il y a eu des pertes sur ce marché. Il y avait quelques personnes qui ont été tuées, mais on a vu également des mannequins qui ressemblaient à des hommes qui ont été chargés sur les camions pour les médias de la communauté internationale. Et nous avons été déterminés pour ce qui est ne pas accepter les résultats de l'enquête si le côté serbe n'allait pas participer à ces enquêtes. Et l'enquête que nous avons menée a montré, et eux, ils nous ont pas permis d'enquêter sur cet incident. Pour ce qui est du Marcalin 2,
Marcalais 2 ont été également une mise en scène puisqu'ils ont essayé de faire augmenter la crise à la fin du mois de mai, mais c'était un projet raté. Et une décision a été prise quelque part pour que la guerre finisse. Et les bombardements stratégiques des positions serbes qui étaient censés changer le rapport des forces nous a donc obligés de signer la défaite. Mais cela s'est produit à la fin du mois de mai et vers la fin du mois d'août 1995, il y a eu une occasion pour que cela change, mais encore une fois, il y a eu Marcalais 2, encore une mise en scène. De notre côté, on n'a pas tiré et l'obus n'a pas pu être lancé de cette façon-là. Mais encore une fois, ils nous ont permis de participer à l'enquête là-dessus. Au contraire, certains membres de la force ONU ont coopéré avec la police musulmane pour reprendre les éléments de leur enquête, pour les ajuster avec les conclusions de leur enquête, mais bien sûr, ils n'ont pas dû faire cela. Donc, on nous a mis dans la situation où on n'a pas pu trouver quelqu'un qui aurait été impartial pour nous dire ce qui s'était passé. Les musulmans bénéficiaient d'un tel soutien pour procéder à ces ruses que et nous, de notre côté, nous étions impuissants, nous ne pouvions rien faire pour éviter cette catastrophe. Marcalais 2 représente un exemple par excellence. Il y a eu une explosion qui s'est produite là-bas. Il y a eu des gens qui ont tué, mais il y avait également des mannequins qui ont été ramenés du front sur le marché, comme c'était le cas pour Marcalais 1. Il y a eu même des cadavres des gens qui sont morts de mort naturelle et dont les cadavres ont été ajoutés à ce groupe de cadavres pour donc donner une image encore plus catastrophique des souffrances. Et pour ce qui est des tirs de tireurs embusqués, je dois dire que j'ai horreur de cela, j'ai eu toujours horreur de cela parce que je ne considère pas cela comme une activité humaine, mais c'était l'utilisation de la méthode militaire pour l'éliminer de certaines personnes du côté ennemi. Nous, à Sarajevo, nous ne pouvions pas savoir qui parmi eux étaient serbes et qui étaient musulmans. Nous sommes pareils et il n'était pas nécessaire de développer de telles activités de tireurs embusqués. Moi, j'étais l'initiateur de beaucoup d'accords qui ont été signés, au moins certains d'entre eux, mais ils n'ont pas été respectés. Dans la ville même de Sarajevo, près de la ligne du front, dans la portée des tirs d'infanterie, c'était les musulmans qui étaient en situation favorable parce qu'ils pouvaient utiliser les bâtiments les plus hauts, ils tiraient sur Grbavica où ils pouvaient toucher des petites filles, des femmes âgées à Vojković, par exemple. Par exemple, il y avait 2 femmes qui ont été touchées par une seule balle. Ils ont utilisé des sportifs avec des médailles pour les employer en tant que tireurs embusqués. Ils tiraient leurs propres hommes sur leurs propres hommes. Et pour ce qui est d'échange des tirs en rafale, pour ce qui est du pont de Vrbanja, ils ont accusé des tireurs embusqués serbes pour cela, bien qu'ils soient agi des combats avec l'utilisation des armes automatiques. Pour ce qui est de ces crimes qui ont commis envers leur propre peuple, cela a pu être résolu avec la participation de quelqu'un qui aurait été tout à fait impartial. Malheureusement, nous ne pouvions pas bénéficier d'une telle activité impartiale puisque les représentants de la communauté internationale venaient là-bas
et ils avaient beaucoup de préjugés pour ce qui est des Serbes. Et nous ne pouvions pas dévoiler tout cela. Nous étions complètement piégés. Et tout ce qu'on a fait pour ce qui est de Sarajevo n'a jamais été accepté. Nous n'avons jamais coupé l'électricité et l'eau. Ils ont, par exemple, tiré sur un dispositif qui était nécessaire pour avoir de l'eau. Mais pour ce qui est des réservoirs, des châteaux d'eau à Jagodina, par exemple, on n'a jamais fermé ou coupé l'approvisionnement en eau pour ce qui est de ces châteaux d'eau. Pour ce qui est de coupure d'électricité, ils ont fait cela et ils ont vendu de l'eau. Et les gens à qui ils ont vendu de l'eau les gens qui vendaient de l'eau n'avaient aucun intérêt à ce que cette eau soit acheminée de façon gratuite. Pour ce qui est des bombes aériennes, j'ai très superficiellement appris que l'on montait des moteurs de fusées qui étaient fabriqués de façon tout à fait normale pour faire des tests et pour essayer de les utiliser sur des polygones de l'armée de Yougoslavie pour établir des tableaux de tir. Alors personne n'était censé me demander mon autorisation pour ce qui est de certaines innovations ou modifications au niveau de ce que utilisait l'armée. On ne m'a pas demandé ça parce que c'est une profession militaire. C'est opérationnel et tactique du point de vue du commandement et de la gestion des troupes. Je ne me suis jamais mêlé de la chose, mais je n'ai jamais ouï dire que telle bombe aurait été utilisée où que ce soit dans une agglomération quelconque. J'ai appris que c'était utilisé pour casser ou briser des bunkers dans les montagnes. Et c'était utilisé donc fabriqué par l'industrie, mais je n'ai pas ouï dire que ça a été utilisé dans des agglomérations, des lieux habités. Et il n'y a eu aucune information convaincante à cet effet. Pour ce qui est de Srebrenica, en 1995, je ne me suis pas occupé de ce commandement technique et opérationnel. Mais à chaque fois que je passais par une agglomération où il y avait un commandement quelconque, et en particulier un commandement d'un corps d'armée, je passais pour dire bonjour aux gens. Et c'est ainsi que je suis passé par Vlasenica avant le début de l'opération de Srebrenica, vers le 25-26 juin. Et depuis 10 jours, il y avait déjà eu une offensive terrible lancée par les forces musulmanes autour de Sarajevo. Et les forces de Nasser Oric avaient repoussé nos effectifs et avaient participé de façon active aux côtés du premier corps d'armée issu de Srebrenica. Alors, sans parler ici de la façon dont se présentait cette zone protégée, qui était une place d'armes d'où l'on faisait des excursions, d'où les forces d'Oric opéraient des excursions pour éviter, contourner les effectifs de la Republika Srpska et aller là-bas dans le mou, c'est-à-dire là où il y avait du civil, pour tuer, pour égorger, pour couper les oreilles, arracher les yeux, incendier les maisons et revenir vers les lieux qui étaient protégés par les Nations Unies. Alors, je n'ai pas donné l'ordre, mais j'ai été d'accord pour qu'il y ait eu une opération tactique de lancer au fin de séparer les zones protégées de Srebrenica et Jepa, non pas pour ramener ceci à un réseau urbain ou aux tailles d'un réseau urbain, mais ramener les choses de la façon à les rendre conformes à ce qui avait été convenu par les accords et éviter qu'il y ait une voie de communication entre Srebrenica et Jepa, parce que les hélicoptères atterrissaient à Jepa et ensuite on transportait vers Srebrenica par voie terrestre des quantités énormes de matériel de guerre. Le 9, au matin, les musulmans ont décidé de ne pas défendre Srebrenica et les leurs, enfin leurs autorités locales ont demandé à ce que Srebrenica se rende et ce qui est évacuation de la population civile. Le même jour, avant minuit, le général Krstić a demandé à l'état-major principal des instructions pour ce qui était de savoir ce qu'il fallait faire parce que
il pouvait entrer dans Srebrenica et il a demandé l'opinion de la direction. Je n'ai pas donné l'ordre, j'ai donné mon approbation. Jusque-là, j'arrêtais notre armée, je la stoppais. Et on disait de notre armée que c'était avance, arrête, avance, arrête. Donc il n'y avait aucune finalité pour ce qui était de les vaincre. Eux voulaient nous vaincre, nous. Et les Croates aussi le voulaient. Ils voulaient la Bosnie pour eux. Nous ne voulions pas la Bosnie entière pour nous. Et c'est la raison pour laquelle la guerre ne nous arrangeait pas. Donc j'ai donné mon approbation pour que l'on entre dedans, que l'on démilitarise Srebrenica. Et les seuls civils que nous avons pu compter trouver dans Srebrenica, c'était les musulmans. Il n'y avait pas un seul Serbe. J'ai donné l'ordre que ces musulmans soient protégés et que l'on protège également les bâtiments. J'ai voulu qu'on crée une police, que l'on préserve les civils. Je ne savais pas, enfin je savais qu'une partie des réfugiés allait peut-être vouloir s'en aller. Mais personne d'entre nous n'a songé, n'a imaginé que la population tout entière allait exprimer le souhait de quitter Srebrenica. Ça a été pour nous une surprise complète. Et l'ambassadeur, M. Akashi, nous avait dit que c'était bondé, que les gens voulaient quitter les lieux Srebrenica pendant toute la durée de la guerre et que leurs autorités, à eux, ne les autorisaient pas à partir. Ce n'est pas les nôtres. Alors ce qui s'est passé, c'est que Srebrenica est tombé, les civils se sont trouvés à Potocari et ont pris soin de lui, ceux qui étaient censés. Mais nous n'avions aucune information. Moi, je n'ai eu aucune information au sujet de ces civils pour ce qui est des meurtres qui se sont produits à Srebrenica. J'ai reçu comme information le fait qu'il y avait eu de fortes tensions à Bratunac, où il y a eu beaucoup de prisonniers et peu de soldats, parce que la brigade de Bratunac se trouvait à l'extérieur de Bratunac. Et des gens les troisième appelés, deuxième appelés, des vieillards, avaient été chargés de garder les prisonniers. Ce n'était pas la première fois que nous avions beaucoup de prisonniers. Pendant la guerre, dans bon nombre de situations, nous avons eu un grand nombre de prisonniers. Et s'agissant de ces prisonniers, il y avait une procédure habituelle. Et on faisait un tri, il y avait des prisonniers ordinaires qui n'étaient donc pas censés faire l'objet de poursuites au pénal et qui étaient échangés, et il y avait ceux qui pouvaient faire l'objet de délits, de procédures pénales. Et là, on procédait à des échanges au niveau des lignes de conflit, s'il y avait des échanges de possibles, ou alors on les envoyait au camp de Batkovici et de Maniacha, et ils étaient soumis à des procédures d'échange. Mais il n'y a absolument pas eu, pendant 3 années et demie de guerre, de raison d'aller s'immiscer dans une procédure habituelle où les prisonniers avaient été traités de façon habituelle. Et une fois arrivé à Maniacha ou à Batkovic par la suite, il y a eu des mises à disposition au niveau de la Croix-Rouge internationale et tout se passait en règle. Donc, c'était des voisins qui s'étaient fait prisonniers les uns les autres. Ils se connaissaient entre eux. Et avant que d'arriver à Batkovic ou à Maniacha, il y avait des échanges d'opérés, et c'est sur place qu'il y avait des relations et pistons qui fonctionnaient pour que les gens sortent ou soient échangés. Et très souvent, on allait à Batkovic, où là, on procédait à de gros échanges de prisonniers. En grande quantité, je veux dire. Alors, très souvent, dans mes documents d'abolition ou de pardon ou de merci, je faisais libérer ceux qui étaient censés être jugés. Mais les soldats ordinaires, ils n'avaient pas à faire l'objet d'abolition quelle qu'elle soit. Personne ne les poursuivait en justice. Ils étaient échangés tout simplement. Il n'y a pas eu d'indication ou d'indice qui dirait que quelqu'un a été tué à Srebrenica ou juste après. Aucune information ne m'est parvenue à ce sujet, ni verbalement, ni par écrit. Et pas même, parce que c'était le même type de rumeur qui avait circulé. On avait fait en 93 tout un artifice, un feu d'artifice au sujet de Tserska et autres. Donc absolument, il n'y avait pas lieu de prêter foi ou de vérifier les choses parce que je serais encore entré en conflit avec l'armée, parce que je les avais une centaine de fois auparavant mis en accusation sans raison aucune. Lorsque Madame Albright est venue et lorsqu'elle a trouvé à la surface
un corps quelconque, quelqu'un qui avait été tué au combat, alors moi, j'ai donné l'ordre d'enquêter. Je suis allé à l'état-major principal le 22 ou le 23 mars et j'ai dit à l'état-major principal que s'agissant de cette propagande, nous n'allions plus la tolérer et qu'au niveau de la présidence, moi et mes coprésidents allions donner des ordres pour procéder à des enquêtes les plus approfondies pour chaque mort à Srebrenica. Et personne au niveau de l'état-major n'a dit non, non, monsieur le président, ne le faites pas, laissez tomber, on le fera une fois la guerre terminée. Ils ont tous opiné de la tête et ils ont tous accepté. Une semaine après, j'ai donné un ordre à l'intention de la police et de l'armée, ainsi que à l'intention du procureur militaire, attention de tout un chacun pour ce qui est de procéder à l'enquête et investigation de tout décès à Srebrenica. À la mi-mai, hélas, au bout de 5 ou 6 semaines, j'ai transféré mes pouvoirs vers Madame Plavšič et je n'ai plus pu suivre la situation au sujet de ce qui s'est passé concernant les enquêtes diligentées au sujet des 10 événements. En même temps, en su des 2000 km de front, ou presque, j'ai eu de nouveaux kilomètres de front qui se sont créés du fait de la chute de la Slavonie occidentale. On a vu de la Dinara tomber, des municipalités tomber dans la Krajina, Bosansko-Grachovo, Glamoč, et on avait mis en péril Drvar et Bosanski Petrovac, où il y avait, enfin c'était des municipalités à 100% serbes, Mrkonjić-Grad, avec une grande majorité serbe aussi. Donc, il n'y a pas eu de raison, aucune raison, ou aucun élément d'information qui nous informerait de la présence d'événements nouveaux. Et il y a eu à chaque fois ces rumeurs, ces espèces de feux d'artifice au niveau de la propagande, comme on l'a vu en 93. Donc, nous n'avons pas eu d'informations à ce sujet. Il n'y a pas eu, pour ce qui me concerne, d'informations à ce sujet jusqu'à ce que je ne vienne ici. Et j'ai appris ici des choses que je ne savais pas. Excellence. Il est un exemple d'autorité soucieuse de ce qui se passait. C'est les autorités serbes dans les municipalités serbes. Nulle part ailleurs, il n'y a eu des personnes auxquelles on aurait touché avant les attaques. Partout, on a fourni la possibilité, là où il y a eu possibilité de faire, qu'il y ait 2 municipalités, que chacun se charge de ses propres affaires, que chacun s'occupe de soi-même en attendant une solution politique. Il n'était pas question d'autre chose. Comment voulez-vous expulser quelqu'un si vous lui donnez la possibilité de créer sa municipalité à côté, dans le même bâtiment, avoir sa propre police, etc. Nous n'avions pas eu l'idée ni l'intention de reconnaître quoi que ce soit de ce qui constituerait un fait accompli. On voulait que tout soit sujet à négociation. Le 24 et 25 janvier 92, au Parlement de la Bosnie-Herzégovine, j'ai dit que si nous continuions de la sorte, nous allions avoir une guerre civile et une guerre religieuse. Les Serbes allaient fuir vers les régions serbes, les musulmans vers les régions musulmanes, les Croates vers les régions musulmanes. On allait avoir des morts, des massacres, etc. Mais au final, on devrait quand même s'asseoir à une table de négociation et signer des accords de paix et créer 3 communautés ethniques. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai dit qu'il fallait, j'avais proposé d'attendre avec le référendum, de procéder à une régionalisation. Mohamed Cengić avait accepté la chose. Les Serbes sont allés au référendum et l'ont légitimé. Mais nous étions dans une situation impossible. Et moi, j'étais dans une situation impossible qui était celle d'exposer ma communauté ethnique à des périls afin qu'elle périsse et soit massacrée du fait des concessions politiques que j'ai faites vis-à-vis des partis adverses au fin d'éviter la guerre. Il n'y a pas eu d'exemple de ce type où on aurait fait la guerre exposé à de telles pressions, à de tels mensonges contre des ennemis qui étaient bien plus nombreux. Parce que en Bosnie-Herzégovine, la base qui était celle des possibilités ou potentiels de municipalité était de 2 pour 1. De 2 pour 1. Dans certaines municipalités de 6 pour 1 ou de 7 pour 1.
Et lorsque l'OTAN a rejoint, s'est mêlé de la chose, il n'y avait eu plus aucune proportion de respecter. Et nous n'avons jamais entendu dire quelqu'un au monde, mais prêtons une oreille attentive à la partie adverse, écoutons ce qu'ils ont à dire. Alors, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que cette vérité va l'emporter. Ça ne va jamais rien modifier au fait que nous avons fait tout ce qui était dans nos possibilités pour éviter la guerre et pour éviter les victimes. Ça, ce n'est pas une chose qui va se perdre s'estomper dans le temps. Donc nous sommes tous... nous allons voir les mensonges disparaître et il y aura... et on vivra suffisamment longtemps pour le voir. Merci. Le président, merci Monsieur Karadzic. Nous allons faire une pause d'une demi-heure.